le pôle là, pour lequel les unités vont vous présenter des process et des projets en soins infirmiers, puisqu'on est là pour ça, c'est le congrès paramédical. Donc moi, on a parlé de COPSI tout à l'heure, on est aussi en train de développer quelque chose sur l'evidence-based nursing au Vinatier, mais c'est pas de ça dont on va parler, donc je vais m'effacer tout de suite parce que je vais laisser ceux pour lesquels vous êtes venus ici s'exprimer, c'est-à-dire les équipes de soins. Donc bonjour à tous, moi je suis Sophie Delanne, je suis l'infirmière coordinatrice du pôle Est. Donc je gère le bed management sur 4 unités et en plus de ça, j'ai des fonctions d'encadrement du coup dans 4 autres unités, tournées dans leur ensemble vers la prise en charge des pathologies psychiatriques résistantes. Et donc j'accompagne les équipes dans le suivi de leurs projets. Donc d'abord, c'est Mathieu et Séverine qui vont vous parler du projet d'ETP et de psychoéducation au sein de l'unité Pierre Desniquaires, donc la psychiatrie résistante. Et donc, ils vont vous présenter l'unité aussi. Et après, ce sera Virginie, donc, qui vous parlera du travail sur l'hypnose dans le cadre de l'EPP, de l'évaluation des pratiques professionnelles, au sein du coup de l'unité Hugo Serletti, le service de neuromodulation. Voilà. Donc bonjour, je m'appelle Mathieu Grangeard, je suis infirmier sur le service Denicaire. Donc Denicaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un service d'hospitalisation de semaine. L'hospitalisation de semaine, pour quelles raisons ? Déjà parce que nos hospitalisations ne sont pas parmi les plus courtes de la psychiatrie et ça permet d'éviter que le patient se désadapte du domicile en préparation donc du retour à domicile qui se fera par la suite. Ça nous sert aussi d'évaluation pour s'assurer que la symptomatologie évolue de manière positive dans les actions de tous les jours du patient. Donc, on est un service de psychiatrie adulte qui accueille des patients donc atteints soit de troubles bipolaires, troubles dépressifs ou anxieux résistants, ou d'autres troubles psychiatriques avec des caractéristiques de pharmacorésistance. On a aussi des fois des patients atteints de troubles psychotiques avec des caractéristiques de pharmacorésistance. La pharmacorésistance, juste pour préciser en 2 secondes, c'est donc 2 lignes de traitement bien conduites, c'est-à-dire bonne dose et bonne durée de traitement, avec une efficacité insuffisante. On vous a mis quelques chiffres de 2002 à 2024 sur le nombre de prises en charge par an, histoire d'avoir un petit peu une idée globale de ce qui se passe dans le service. Les modalités d'orientation, donc c'est le médecin ou le psychiatre traitant du patient qui oriente le patient via un formulaire de l'unité, à nouveau pour des patients uniquement souffrant d'un trouble pharmacorésistant. Au niveau de la préadmission, donc, le patient est reçu lors d'un entretien médical sur le plateau du Z19 qui définit une conduite à tenir. Donc la conduite à tenir, ça peut être une adaptation du traitement par le psychiatre lui-même, donc à ce moment-là, ce sera plutôt des avis en termes d'orientation des traitements. On peut avoir une adaptation du traitement lors d'une hospitalisation dans le service, éventuellement la réalisation d'une cure d'ECT, il y aura donc une hospitalisation dans la phase initiale de cure, ou encore la réalisation d'une cure de kétamine qui se fait également sur le plateau. Les évaluations du patient se font via des échelles de psychométrie. Pour être bref, on cote la dépression, on fait passer une échelle qui cote les troubles de l'humeur, TDAH, troubles borderline, personnalité narcissique pathologique, l'alexithymie et l'anxiété. Quant aux missions du service, donc on fait l'évaluation du risque suicidaire, moral, anxiété, la qualité du sommeil, la douleur de manière quotidienne. On fait de la gestion de crise, alors qu'elle soit anxieuse, émotionnelle, suicidaire. Les moyens utilisés vont être des entretiens infirmiers, médico-infirmiers. On a également un salon sensoriel qui permet de gérer la crise de manière non médicamenteuse. On essaye d'inclure au maximum l'entourage du patient, aussi bien en termes d'évaluation, via des entretiens familiaux, des entretiens qui peuvent être téléphoniques. Dans le cadre de l'hospitalisation de semaine, on a régulièrement des appels qui sont passés à l'entourage pour avoir un deuxième avis un petit peu sur la symptomatologie des patients durant le week-end. Et on peut également orienter l'entourage vers des accompagnements de psychoéducation comme BREF, qui est ici au Vinatier.
Dans le cadre de ces missions, Deniker collabore avec le plateau du Z19. Donc, on a par exemple l'unité de neuromodulation Serletti, dont va vous parler Virginie, l'unité Jouvet qui fait la médecine du sommeil, l'hôpital de jour Kétamine, dont on a parlé, et les structures de psychoéducation, bref, CLAP, Léo et d'autres. Pour ce qui est des outils, donc on a déjà parlé un petit peu du salon sensoriel, on a aussi d'autres activités qui sont proposées dans le service qui permettent là plus de travailler sur l'activation comportementale et le lien social du patient. On propose par exemple du tennis de table, vélo d'appartement, baby-foot, billard, jeux de société et tout type d'activités dans une salle d'activité assez fournie au sein de Deniker. Et je vais ensuite passer le relais à ma collègue Séverine, également infirmière, pour vous parler du petit truc en plus de Deniker. Bonjour. Alors nous, le petit truc en plus, en fait, c'est que, comme a dit Mathieu, les patients qui arrivent chez nous, ils sont dans un état de... Pardon. Donc ils sont dépressifs, mais dans une phase vraiment basse. Ça fait 2 ans, voire 3 ans, même plus, qu'ils ont des traitements qui ne fonctionnent pas. Du coup, ils sont repliés sur eux, ils sortent plus, ils ont des difficultés à se faire à manger. On a remarqué tout ça, du problème de sommeil. Du coup, c'est pour ça que nous, on propose à Deniker un projet de psychoéducation personnalisé pour chaque patient. Du coup, c'est notre projet. Là, on est en train de réécrire le projet du service pour justement développer ça et que du coup, la psychoéducation qu'on fasse, ça devienne vraiment une éducation thérapeutique. Et on leur propose justement plein de... pardon. C'est ça. Plein de thématiques différentes justement pour les aider. Du coup, pour ça, on est 6 infirmiers à avoir été formés, avoir bénéficié de la formation d'éducation thérapeutique de 40 heures. Et du coup, donc 3 à Deniker et 2 à Serletti, 1 à Jouvet. Donc on marche vraiment en plateau comme ça, comme il y a l'unité du sommeil juste à côté. Et du coup, ça va nous permettre de développer des psychoéducations donc sur, je disais, l'alimentation, sur les traitements, comment ils vivent la maladie. Et du coup, pour ça, on sert d'un outil qui est le PSI, du coup. Donc, le plan de suivi individualisé, pardon. C'est un outil du Vinatier. Ça permet de voir les besoins spécifiques du patient. Donc, nous, on fait ça dès l'entrée. On s'est adapté l'outil pour nous. Donc, on fait quelques catégories, du coup. Et ça permet de voir vraiment leurs besoins sur différentes choses, sur les traitements, parce qu'ils ont déjà vu beaucoup de traitements, donc entre leurs connaissances qu'ils ont déjà et nous, ce qu'on peut leur apporter. Voilà, donc ça fait en plusieurs items, mais je pense que vous connaissez. Il y a 10 items différents sur le quotidien, sur les traitements, voilà, sur la vie de tous les jours. Et du coup, et du coup, en fait, ça nous sert de diagnostic du patient. Donc, en fait, l'éducation thérapeutique, ça commence par un diagnostic des besoins. Donc, nous, c'est ce qu'on fait là-dessus. Et après, à partir de ça, on leur propose donc un parcours. Donc, nous, par exemple, on fait le sommeil actuellement. Donc, on a pu mettre ça en place. Donc, c'est quelque chose d'éducation thérapeutique. Après, ça devient reconnu par l'ARS. Du coup, la psychoéducation, on l'a développée comme de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on fait un diagnostic d'abord avec eux de leurs besoins, par exemple ici sur le sommeil, en leur faisant passer des échelles. Là, c'est l'échelle de somnolence d'Epworth. Aussi sur l'effet du sommeil sur la dépression aussi. Et après, on fait 2 sessions avec 5-6 patients. Donc, le sommeil, ça se passe en 2 sessions. On a mis en place des petits... on part sur des expressions du sommeil, justement, pour parler avec eux sur comment ils vivent le sommeil et tout ça. Et pour leur amener, justement, des connaissances sur le sommeil. Voilà. Je passe à la Virginie. Bonjour à tous, je suis Virginie Maîtresse, je suis infirmière à Hugo Serletti, donc c'est une unité de soins qui pratique des neuromodulations. Donc les neuromodulations, je vais débuter quand même, c'est l'ensemble des soins qui permettent de neuromoduler la zone du cortex au moyen de l'électricité ou d'un courant électromagnétique. Au Vinatier, on a 3 types de soins qui les répertorient. Donc on a les ECT, l'électroconvulsivothérapie,
qui en est la principale activité, mais aussi les RTMS et à plus petite échelle la TDCS. En tout cas, c'est ce qui est proposé ici. Donc je disais l'unité Hugo Serletti et ses spécificités, donc l'unité qui pratique les neuromodulations. Ah non, hein. Voilà. Donc on disait ECT pour la principale activité, ensuite RTMS et TDCS à une plus petite échelle. La TDCS qui est proposée uniquement encore sur des protocoles de recherche. Voilà, si je peux passer. Donc la RTMS en premier lieu, on propose de la RTMS qui est une stimulation magnétique transcrânienne répétée qui consiste en l'application d'une bobine électromagnétique sur le scalp du patient et qui va inhiber ou activer certaines zones du cerveau. Et nous traitons particulièrement les dépressions résistantes dans ce cadre-là et aussi les hallucinations acoustico-verbales résistantes. Il y a d'autres indications à la RTMS, mais qui ne sont pas particulièrement prises en charge ici au Vinatier. Donc, la RTMS doit se pratiquer dans un lieu calme, sans passage, donc dans une pièce dédiée, ce qui est notre cas au Vinatier, ce qui n'est pas le cas partout, et c'est une chance, une réelle chance. Donc ici, vous voyez sur la photo de gauche le positionnement de la bobine, un exemple de positionnement sur la tête d'une patiente, et à droite, l'installation du matériel avec le fauteuil articulé, qui est très très pratique. Et notre toute nouvelle machine de RTMS qui nous propose une manutention bien plus aisée et bien plus légère, parce que la bobine peut être très lourde à force de manipulation. Voilà, de plus près, la bobine de RTMS, et à droite, c'est juste un calibrateur de bobine. Donc, c'est un petit outil qui nous permet de la mettre de façon assez précise sur le scalp du patient. Il faut que le milieu de la bobine touche vraiment un point précis. Donc, comme elle n'est pas transparente, voilà, on a imaginé ce petit outil qui est très, très simple d'utilisation. Pour l'activité, en 2025, on a pris en charge 27 patients, dont 22 inclusions, donc de 22 nouveaux patients, ce qui est quand même assez important en termes d'activité RTMS. Le projet, c'est d'en faire toujours plus, hein, voilà. Donc il va falloir qu'on s'organise pour ça, mais on est déjà pas mal. Donc comment ça se passe? Le patient vient pour une cure de 30 séances environ, donc tous les jours, 2 fois par jour, à 2 heures d'intervalle pour 2 séances. Voilà, donc ce qui représente environ 3 semaines de soins. Et selon l'efficacité obtenue, on peut proposer des séances de rappel en prévention de rechute. En ce moment, on a aussi un protocole de recherche qui est pratiqué plutôt par les personnels de la recherche, mais pour lesquels on pourra être opérateur dans le futur, qui s'appelle Cobra, qui consiste à diffuser une odeur agréable, en plus de réaliser des stimulations à très haute fréquence. Et la théorie, c'est qu'il y a un bras où il n'y a pas d'odeur et un bras où il y a une odeur, hein, enfin une cohorte de patients. Et la théorie, c'est que la diffusion d'une odeur agréable pourrait potentialiser l'effet antidépresseur de la RTMS. L'étude n'est pas terminée, mais voilà, apparemment, il y a quand même un bras qui se détache et pour lequel il y a des résultats optimistes. Je vous laisse deviner, donc c'est le bras avec odeur, évidemment. Voilà. Rapidement pour la TDCS, parce que les gens ne savent pas toujours ce que c'est, nos collègues non plus. Donc, c'est l'application d'un courant continu, direct, sur le scalp à l'aide de petites électrodes qui ressemblent un peu à des petites éponges qui sont imbibées de sérum physiologique. Donc là, ça se réalise uniquement lors de protocoles de recherche. C'est une stimulation de très faible intensité. C'est l'équivalent de la puissance d'une pile de 9 volts. Voilà, donc c'est très faible. Donc 1 à 2 milliampères. Voilà. On traite particulièrement les symptômes positifs de la schizophrénie et les dépressions dites résistantes, voilà, mais toujours avec l'adjonction d'un traitement. C'est des séances qu'on pratique sur une semaine qui durent de 20 à 30 minutes selon le protocole utilisé. Voilà un exemple de positionnement des électrodes. Et on va passer donc à la principale activité de l'unité Hugo Serletti, qui est l'électroconvulsivothérapie, qu'on appelait avant sismothérapie et dans l'ancien temps électrochoc. Voilà. Donc c'est l'activité principale. Nous, la spécificité de notre service, c'est que vraiment on reçoit les patients ici. Certains centres de CT sont obligés de louer des blocs opératoires pour pouvoir réaliser ce soin parce qu'il est réalisé sous anesthésie générale. Ce n'est pas notre cas. Nous, les patients viennent chez nous, le plateau est ici, juste sous nos pieds, et on a des anesthésistes qui font des vacations toutes les matinées de CT. Voilà. Donc, il y a tous les matins un anesthésiste qui vient chez nous.
Voilà, je vous ai mis la composition de l'équipe à un titre d'information. C'est un service qui n'est pas sectorisé, donc on prend en charge des patients sur un bassin géographique assez important, puisqu'on reçoit des patients de l'Ardèche, de la Savoie, de la Saône-et-Loire, enfin voilà, c'est assez étendu. Et notre facturation est désormais en T2A, c'est aussi à titre d'information. En ce qui concerne l'organisation, donc on a des patients qui viennent à un rythme de cure au début pour obtenir une rémission des symptômes. Donc là, ça se fait 2 fois par semaine, ce qui est quand même une prise en charge assez intensive. Ils sont évalués au niveau médical à des échéances très précises au cours de la cure, donc avant la première, à la 6e, à la 12e, et à chaque fois que c'est nécessaire. Et donc, je vais faire un petit parallèle, puisqu'il y a un projet très intéressant dans le service Hugo Serletti qui devrait se mettre en place très, très prochainement, qui est un protocole de coopération pour lequel les infirmiers seraient amenés à réaliser ces évaluations. Donc, pas l'évaluation initiale, évidemment, mais les évaluations intermédiaires. Donc, ce serait basé sur un entretien clinique d'évaluation, évidemment, et sur lequel on s'appuierait sur la passation d'échelles psychométriques, pour lesquelles on serait formé, évidemment. Voilà, donc ça serait évidemment très intéressant pour le travail infirmier de pouvoir varier notre activité, pouvoir se former encore plus, prendre encore plus de compétences et aussi, évidemment, dégager un petit peu de temps médical, évidemment. Il y a un protocole de recherche en cours aussi dans le cadre des ECT en ce moment, j'en parle rapidement, il s'appelle le protocole METECT. On réalise des prélèvements sanguins pendant la pose du cathéter, donc on ne fait pas de prélèvement en plus chez le patient, c'est un gain de confort quand même pour le patient, qui est destiné à rechercher la présence de métabolomes qui seraient prédicteurs de bonne efficacité du soin chez les patients. Bon, c'est l'objectif ultime. Voilà, dans l'idéal, ce serait de pouvoir faire une prise de sang avant au patient pour savoir s'il a des bonnes chances de répondre aux soins de CT ou pas. Voilà. C'est l'objectif. Je vous ai mis un petit peu quelques petites photos pour que vous vous rendiez compte du parcours du patient. On commence par une salle de préparation où on a juste deux brancards comme ça. Enfin, voilà, c'est une pièce un petit peu à part qui est attenante à la salle de traitement que vous voyez en dessous. Donc ça, c'est une photo qui a été prise voilà, en réel pendant une séance. Donc avec l'anesthésiste, le psychiatre et une infirmière qui reste toute la matinée pour les ECT. Et cette salle de traitement est attenante à la salle de réveil. Nous, on a 6 postes de salle de réveil qui sont tous équipés comme en salle de réveil d'une arrivée d'oxygène et d'une prise de vide, suivant ce que la législation nous impose. Et ensuite, cette salle est attenante à une salle de repos. Une fois que nous avons fini de surveiller le patient, que tous les paramètres vitaux se sont régulés, on peut l'accompagner vers cette salle pour qu'il se remette tranquillement de son anesthésie avant de pouvoir se lever. Voilà. En activité annexe, on est un lieu de formation assez ouvert aux étudiants infirmiers. Tous les matins, on propose des parcours de stage aux étudiants infirmiers qui sont en stage au Vinatier. Donc, c'est assez intéressant pour eux de voir un petit peu comment ça se passe. Ce n'est pas partout qu'il y a des centres de CT. On est aussi un des centres référents du DIU de formation neuromodulation, puisqu'il y a un DU voilà, pour les ECT et la RTMS. Et on a aussi un lien étroit avec le service de recherche, vous avez pu remarquer, pour lequel on a plusieurs protocoles en commun. Voilà, je vous ai mis le bilan de l'année 2025. Donc, on voit, on a pris en charge aux ECT 156 patients, cure et rappel confondus, et pour 2431 séances de CT au cours de l'année, ce qui est bien. Bonne activité ECT, si on compare aux autres plateaux. Et donc, le gros projet qui est né en 2025, c'est l'hypnose dans les soins. Donc, c'est parti d'un constat très clair et très simple, c'est qu'au cours de l'installation de nos patients, on percevait beaucoup d'angoisse et ils pouvaient nous exprimer beaucoup d'angoisse. Donc, on a réalisé une petite enquête, une belle enquête, auprès d'une 50aine de patients qui consistait, à l'aide d'une échelle EVA, à coter un petit peu ce degré d'angoisse. Donc, tout simplement, de 0 à 10, votre niveau d'angoisse, voilà, vous l'évaluez comment. Donc, il était globalement assez important, suivant les personnes. Qu'est-ce qui vous angoisse dans les ECT? Est-ce que c'est en globalité le soin? Est-ce que c'est la pose de la voie veineuse, qui est un élément très anxiogène chez certains patients? Est-ce que c'est l'anesthésie? Voilà, donc on a essayé d'identifier comme ça les causes à cette angoisse. Et on a mené un projet
qui concerne l'hypnose. On a fait des recherches, une bibliographie, on a eu des entretiens avec des hypnothérapeutes, avec des personnes qui pratiquent déjà l'hypnose dans le cadre des ECT. Et on a demandé, dans le cadre de notre journée bleue et puis de la formation, 3 jours de formation avec un hypnothérapeute. Voilà, ce qu'on a pu obtenir avec beaucoup de chance. Et donc, on a pu bénéficier de cette formation et mettre en place depuis de l'hypnose dans les soins. Donc, on fait ça au moment de la préparation, c'est-à-dire quand le patient est allongé sur le brancard et qu'on le prépare. Donc, ça peut être juste avant la pose du cathéter, pendant, après, voilà, avant qu'on le conduise en salle de traitement pour recevoir les soins. Voilà, donc c'est un joli projet et on a une journée de formation, de rappel, entre guillemets, très très bientôt pour encore plus se perfectionner dans cette pratique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Merci. Merci pour votre belle présentation, plus particulièrement Virginie, que je connais bien. J'avais une petite question par rapport à votre projet d'hypnose que je trouve super. Est-ce qu'il va y avoir une recherche paramédicale autour de ce projet ? Une recherche paramédicale. Alors, il y a déjà eu, avant la mise en place, enfin, on a plutôt fait une revue de littérature, hein, si c'est ce que tu appelles un projet de recherche paramédicale. Après, on a pour le projet peut-être de publier quelque chose, effectivement, quand on aura bien assis notre pratique de ce soin. Oui. Oui, en fait, là, on est sur le volet innovation. Donc, evidence-based nursing, donc on est sur ce volet-là, revue de littérature, on met en place quelque chose et on voit si ça produit un effet. Il faudra se questionner si on voit si ça produit un effet. Est-ce que derrière, on lance un protocole de recherche ? C'est ça que tu es en train de raconter, on l'a en tête. Le truc, c'est que quand on l'aura bien en tête, si on arrive à le délimiter, on passera par le directeur de la recherche ici, qui est Benoît Chalancon, pour voir ce qui est envisageable ou pas. Là, on n'en est pas encore à cette étape-là. Mais c'est une étude préliminaire. Exactement. On peut Très bien, c'est super. Se le regarder comme ça. Merci. D'autres questions ? Bonjour et merci pour cette présentation très intéressante. Moi, j'avais une question vraiment pratico-pratique sur la stimulation magnétique transcrânienne. J'ai pas perçu ou j'ai loupé l'info de la durée des séances. Alors, la durée des séances est variable suivant le protocole utilisé. C'est des séances assez courtes, environ de 5 à 8 minutes. Ok. Voilà, okay. c'est assez court. Et espacé donc de 2 heures. En tout cas, nous, on pratique comme ça à Serletti. C'est peut-être pas partout pareil dans tous les centres RTMS, mais c'est ce qu'on retrouve un petit peu, c'est qu'il faut un petit temps entre 2 séances pour pouvoir bien les différencier et obtenir une efficacité optimale. D'accord. Ok. Merci. Merci. Bonjour et merci pour votre présentation et bravo. Moi, je me demandais, puisqu'on parle de transversalité avec les centres experts, comment ça se passe ou comment vous favorisez le parcours patient en amont et en aval ? Le parcours patient dans le cadre de... Notamment pour le centre expert, dépression résistante. Ah, alors ça, c'est une question plus globale. Ok, je ne sais pas si c'est eux, mais c'est une question quand même. Notamment pour l'aval, après, comment ça se passe pour le retour des personnes ? Si c'est facile de vous réintégrer les patients dans les soins, simplement. En tout cas, pour ce qui est de Denicare, donc le service d'hospitalisation, en amont de la sortie, on prévoit un petit peu pour chaque patient ce qu'on va faire. Après, c'est compliqué de donner une réponse générale parce qu'on va vraiment faire en fonction de chaque patient. Pour certains, on va viser
un suivi psychiatrique plus rapproché. Pour certains, on va mettre en place un CMP, un hôpital de jour si ce n'était pas encore en place. Pour certains patients, on va orienter vers des thérapies psychologiques TCC. On a un éventail assez large et on fait vraiment en fonction des besoins du patient qui sont identifiés en amont et pendant l'hospitalisation. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question au final. Okay. D'autres questions? Vous avez quelqu'un devant? J'aurais voulu savoir si vous aviez des résultats, en tout cas des chiffres sur les résultats des ECT et des RTMS. Alors oui, puisque c'est étayé par des études. Donc pour les ECT, tout dépend de l'indication. On a quand même un taux d'efficacité assez important, puisqu'on peut aller jusqu'à 85% de réponse et d'efficacité sur les indications. Je pense notamment à la catatonie, qui est une indication pour laquelle on a énormément d'efficacité, ou les dépressions sévères et résistantes. On a un peu moins d'efficacité en ce qui concerne les symptômes de schizophrénie résistant. On est plutôt aux alentours de 60%. Ce qui est quand même assez important. Pour la RTMS, là aussi, tout dépend de l'indication. Ce qui est un peu délicat, c'est que la RTMS n'a pas l'AMM en France. Elle n'est pas reconnue comme efficace, bien que les études montrent le contraire. Si j'ai bon souvenir, pour la dépression résistante, on est aux alentours de 50 à 60% d'efficacité, et pour les hallucinations acoustico-verbales résistantes, plutôt aux alentours de 45 à 50% d'efficacité. Marie-Claire. Bonjour. Désolé. Et je voulais savoir, au tout début, vous avez nommé vite fait que vous vous intégrez aussi avec des kinés et des APA. Et donc, je voulais savoir, si vous avez la réponse, bien sûr, comment ils s'intègrent, surtout les APA, dans vos protocoles, comment ils interviennent avec vos patients, en fait. Alors, on travaille en collaboration donc, avec un grand nombre de personnes. Tous les patients qui rentrent en hospitalisation à Deniker sont fléchés vers le centre sportif du Vinatier. Après, pour certains patients, les représentations du corps, le fait de faire du sport ou en tout cas une activité physique en groupe peut être compliqué. Et après, une fois encore, la réponse apportée va être un peu personnalisée. Si on se dit que l'orientation APA peut être pertinente, on fait déjà le patient est fléché une première fois vers l'APA, qui ensuite nous dit si effectivement ça relève de son champ d'activité ou pas. Et on a assez récemment augmenté un petit peu en termes d'orientation vers l'APA, chose qu'on faisait un peu moins avant. Et c'est vrai qu'on obtient d'assez bons résultats là-dessus. Et oui, bien sûr, c'est le médecin qui décide un petit peu de l'orientation et qui va orienter le patient en direction de l'APA en fonction de la symptomatologie et de chaque cas particulier. Voilà. Moi, j'avais une question par rapport aux odeurs dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce qu'il s'agit de l'aromathérapie et dans l'approche non médicamenteuse? Comment ça a été mis en place? Dans le cadre du protocole COBRA, c'est ça? La RTMS avec adjonction d'odeurs. Alors, je vais être assez limitée pour vous répondre puisque c'est un protocole de recherche et ça appartient donc au service de la recherche. C'est pratiqué chez nous et on peut être opérateur de ce protocole. Ce que je sais, c'est que on teste chez le patient certaines odeurs et c'est lui qui les choisit. Il en choisit 3. On a un panel d'odeurs. Il y a par exemple rose, anis, on a aussi monoï, enfin des choses comme ça. C'est des huiles essentielles qui sont diffusées. Et le patient en choisit 3, celles qu'il trouve les plus agréables, elles sont diffusées tour à tour au cours de son protocole. Voilà. Non, mais ça a un réel intérêt parce que moi, j'avais travaillé sur l'aromathérapie justement dans les soins et je trouve ça très intéressant. Oui. Merci. D'autres questions ?
Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. On remercie l'équipe du Pôle Est.